sur YouTube, on va faire trouver que c'est fake, oui ou non, sur l'anime. Mais en fait, c'est les SCP, on va écouter. Faudra qu'on voit une meilleure vidéo. Ah, voilà. Quel mal écouté, mettre en... J'ai trouvé une vidéo très intéressante. Les SCP et son organisation. Grande question. La SCP Foundation est une organisation secrète qui sécurise, contient et protège des anomalies ou des phénomènes surnaturels ou extrêmement dangereux afin de maintenir une sorte de normalité mondiale. L'idée est que, sans cette organisation, ces anomalies pourraient causer des ravages dans le monde. Donc le rôle de la Fondation est d'enfermer ou de surveiller toutes ces anomalies ou ces créatures. La Fondation SCP est présentée comme une entité mondiale extrêmement secrète, opérant en dehors de toute juridiction de gouvernement et possédant des ressources quasi illimitées. Elle est composée de scientifiques, d'agents secrets, de chercheurs et de personnel médical qui travaillent ensemble pour étudier, contenir et, si nécessaire, neutraliser ces anomalies. Les installations de la Fondation, souvent appelées sites ou zones, sont réparties à travers le monde et sont hautement sécurisées pour empêcher les SCP de s'échapper ou d'être découverts par le public. Chaque SCP est documenté dans des rapports détaillés et numérotés de manière unique. Toutes les descriptions incluent des processus de confinement spécialisés, des informations sur les expérimentations menées, ainsi que tous les incidents qui se sont éventuellement passés. Tout cela dans le but de garder une trace des expérimentations passées et si cela devait être nécessaire, de potentiellement essayer de neutraliser ces anomalies. Dans la documentation, les SCP sont classifiés dans 4 grands groupes. D'abord, il y a la classe des sûrs, qui sont des anomalies assez bien comprises pour être confinées sans aucun risque de façon permanente, ou alors dotées de propriétés qui ne s'activent qu'en réponse à une action extérieure intentionnelle. Donc d'où leur nom, les sûrs. Ensuite, il y a le groupe des Euclides. Les objets de classe Euclide sont souvent peu compris ou alors complètement imprévisibles. Le groupe Euclide est la classe intermédiaire qui désigne un objet susceptible de rompre son confinement, mais normalement incapable de le faire si les procédures efficaces sont établies et respectées à la lettre. Nous continuons avec le troisième groupe, celui des Kétés. Les objets de classe Kété sont des anomalies dont le confinement requiert des procédures avancées et complexes, ou bien qui ne peuvent pas être confinées efficacement par la Fondation avec ses connaissances et ses capacités actuelles. Ces anomalies sont généralement considérées comme les plus problématiques du fait du danger qu'elles peuvent représenter, soit pour la vie des êtres vivants, soit pour maintenir le secret autour du monde des objets paranormaux. De ce fait, la Fondation investit d'importants efforts dans la recherche pour développer des confinements plus efficaces pour ces anomalies, voire en ultime recours neutraliser leurs effets anormaux et les détruire. Et pour finir, il y a le groupe des Thaumiels. Les anomalies de classe Thaumiel sont extrêmement rares et hautement confidentielles. Elles sont utilisées par la Fondation pour contenir et neutraliser les effets de d'autres anomalies qui seraient autrement difficiles, voire impossibles à neutraliser. En gros, on se sert de certaines anomalies pour gérer d'autres anomalies plus dangereuses. L'existence même de cette classe est classifiée au plus haut niveau, et seuls les membres les plus hauts gradés de la Fondation connaissent leur localisation, leur fonction et leur utilité. Donc ce qu'on peut dire, c'est que la définition d'un SCP est plutôt complexe. Ils peuvent être des objets inanimés, des entités vivantes, des phénomènes paranormaux, ou même des idées et des concepts abstraits qui défient les lois de la nature. Parfois, et donc malheureusement, ces anomalies échappent au contrôle de la Fondation. Quand c'est le cas, pour couvrir ces éventuelles fuites, la Fondation a créé une couverture sous le nom d'univers de la Fondation. Grâce à cette diversion, la Fondation a pu cacher au public, sous couvert d'histoires fictives, des phénomènes ou des créatures paranormales. L'univers de la Fondation SCP a également influencé de nombreux autres médias, comme des bandes dessinées, des séries audio, des films et même des jeux vidéo. Et pour la petite anecdote, c'est grâce à un mode du jeu Lethal Company que j'ai découvert l'existence des SCP. C'est par le biais du mode Scopophobia. Bonjour à tous, moi c'est Val. Si vous découvrez la chaîne, abonnez-vous, car ici je m'emploierai à vous raconter des histoires autour de mythologie et de légendes que j'aime. SCP-173, nom de code, la sculpture. L'origine du SCP-173 reste un mystère glaçant. Cette entité faite de béton et de barres d'armature aborde des traces de peinture en aérosol.
Bien qu'il semble inerte, SCP-173 est une menace gigantesque pour toute personne qui s'approche de lui. Animé d'une hostilité pure, ce monstre bouge uniquement lorsqu'il échappe à notre regard, créant une tension insoutenable pour ses victimes. Il est essentiel de ne jamais tenter de le briser, car au moindre faux pas, il brise le cou de ses proies, les laissant inertes dans une scène macabre. Le silence oppressant de son conteneur est parfois brisé par des bruits de grattement sinistres, amplifiant l'angoisse qu'il dégage. L'origine de ces matériaux reste inconnue et leur nettoyage est une tâche terrifiante qui doit être accomplie toutes les 2 semaines. SCP-173 doit être maintenu dans un conteneur verrouillé. Lorsque le personnel doit pénétrer dans cette prison, ils doivent être au moins 3 à entrer dans l'antre de l'abomination. À chaque instant, 2 d'entre eux doivent fixer SCP-173 sans cligner des yeux, tandis que le 3e nettoie le sang et les excréments, espérant échapper à la fureur silencieuse de la créature. Le moindre relâchement de cette vigilance peut être fatal, transformant une simple mission de nettoyage en une rencontre avec le messager de la mort. Cette créature serait dotée d'une endurance illimitée et d'une grande intelligence. Il a déjà été capable de se servir de ses excréments pour saboter les matériaux de surveillance. Dans le cas d'une attaque, le personnel de la Fondation doit respecter les procédures de confinement de classe 4 concernant les objets dangereux. Il est déjà arrivé que la peau du SCP-173 se brise, et ce qui a été découvert reste terrifiant. Un homme, enfin plutôt un cadavre d'homme. D'ailleurs, quand c'est arrivé, des tests ADN ont été effectués sur le cadavre, mais rien d'anormal a été découvert. Par contre, ce qui a été trouvé, c'est que SCP-173 ne reste jamais longtemps sans hôte. Si sa peau se brise, l'esprit de l'anomalie attirera inlassablement une nouvelle victime. À ce moment-là, le monstre s'accrochera autour d'elle, la laissant mourir à l'intérieur de ses entrailles. La Fondation a classé SCP-173 dans le groupe Euclide. Mais ce classement reste temporaire, il est la toute première anomalie à avoir été découverte et capturée par la Fondation. L'objectif déterminé par la Fondation de SCP-173 est de s'échapper de sa prison et de tuer toutes les formes de vie qu'il rencontrera. SCP-173 serait d'ailleurs basé sur une sculpture de l'artiste japonais Izumi Kato. Et contrairement à la croyance populaire, SCP-173 n'a pas été inspiré du Slenderman car il a été découvert et créé avant lui. Cette anomalie a déjà échappé à la Fondation, donc cette dernière a dû créer une histoire autour de lui. C'est pour ça qu'on peut le voir dans plusieurs jeux vidéo comme SCP Containment Breach, SCP Secret Laboratory et dans un mode très populaire de Lethal Company. Peu importe si cette créature semble inoffensive, croyez-moi sur parole, si vous la voyez, fuyez absolument. SCP-682 surnommé Reptilia supernus, signifiant le super reptile. SCP-682 est une abomination terrifiante et le fruit d'un sombre rituel orchestré par les enfants du roi Écarlate. Lors de ce rituel, 7 jeunes filles sont devenues le réceptacle des 7 épouses du roi, leur permettant ainsi de porter ses enfants. SCP-682 est né de la 4e épouse, portant en lui une partie de cette sombre lignée. À un moment donné de notre histoire, cette créature est venue sur Terre, devenant peut-être la source de légendes effrayantes comme celle du Léviathan. Les circonstances exactes de la capture de SCP-682 par la Fondation demeurent floues. Il est cependant probable que cette créature ait été capturée après avoir dévasté une ferme, exterminant tout ce qu'il s'y trouvait. SCP-682 nourrit une haine viscérale envers les humains, les considérant comme dégoûtants. Cette aversion ne connaît pas de limite et se traduit par une violence sans merci. Depuis son arrivée à la Fondation, SCP-682 a échappé à son confinement à plusieurs reprises, tuant des centaines de membres du personnel dans ses tentatives de fuite. Ce monstre est une entité d'une puissance titanesque et terrifiante. De forme vaguement reptilienne, SCP-682 a 4 pattes et possède une queue imposante et une tête menaçante. Sa seule photographie officielle a été prise après une évasion où il a été immergé dans de l'acide. Ses griffes sont aussi acérées que des rasoirs, sa gueule est pleine de dents tranchantes et sa peau est écailleuse. Il est décrit dans le jeu SCP Hard to Destroy Reptile comme un être ressemblant à un crocodile doté de multiples yeux jaunes et de larges plaques de muscles et d'os exposés.
Malgré son apparence reptilienne, SCP-682 est en réalité une entité extraterrestre unique. Sa capacité à se régénérer après avoir subi des dommages le rend presque impossible à détruire. Qu'il s'agisse de balles, de bombes ou même de lasers à haute puissance, rien ne semble pouvoir arrêter cette créature. Lorsque la Fondation a tenté de le découper avec un laser, non seulement SCP-682 a survécu, mais il a également créé un double de lui-même. Ce double a ensuite tué l'original, démontrant la complexité de cette créature. SCP-682 possède également une faculté d'adaptation terrifiante. Il est capable de développer temporairement de nouvelles capacités et de modifier son anatomie pour contrer les menaces. Par exemple, lorsqu'il a été confronté à SCP-173, la statue meurtrière qui attaque dès qu'elle n'est plus observée, SCP-682 a développé plusieurs yeux sur tous les côtés de son corps. Cela lui a permis de surveiller la statue en permanence sans avoir besoin de cligner des yeux, évitant ainsi l'attaque de la sculpture. Ces nouvelles capacités ne sont pas permanentes et disparaissent souvent après quelques jours. Malgré sa haine universelle pour toute forme de vie, SCP-682 montre une inexplicable tendresse envers SCP-053, une petite fille également sous la garde de la Fondation. SCP-053 possède une capacité étrange qui pousse les gens à devenir meurtriers envers elle après 10 minutes de proximité, entraînant régulièrement leur mort par crise cardiaque. Cependant, en présence de SCP-053, SCP-682 devient curieusement docile, lui permettant de le caresser et même de dessiner sur sa peau avec des crayons. Cette trêve précaire prend fin dès que SCP-053 est éloigné, réanimant la soif de destruction du crocodile. Afin de comprendre la créature qui reste un mystère, la Fondation a demandé à SCP-343, une entité prétendument omnipotente, se présentant comme un dieu, d'éliminer le crocodile extraterrestre. Toutefois, SCP-343 a refusé, affirmant que cette créature n'était pas une de ses œuvres. Cette réponse a laissé la Fondation seule face à cette menace indomptable. Pour le moment, la seule méthode efficace pour contenir SCP-682 consiste à le maintenir immergé dans une cuve en acide puissant, qui ronge sa chair aussi vite qu'il peut se régénérer. Toutefois, la Fondation poursuit inlassablement ses tentatives pour neutraliser ce reptile difficile à détruire, conscient que la moindre erreur pourrait avoir des conséquences catastrophiques. L'objectif ultime de SCP-682 est d'apporter la mort à toute vie sur la Terre. La Fondation a classé cette créature dans le groupe des Keter, démontrant sa dangerosité. Groupe des Keter, démontrant sa dangerosité. SCP-049, surnommé le fléau ou la mort noire. Déjà, cette créature est classée par la Fondation dans la catégorie Euclide. SCP-049 est confiné dans une cellule sécurisée pour humanoïdes standard au secteur de recherche 02 du site 19. Donc là, on a beaucoup d'infos. Si déplacement du site il y a, un protocole très particulier et spécifique doit être appliqué à la lettre. SCP-049 nécessite l'administration préalable d'un sédatif avant tout départ. Pendant le transport, il doit être entravé avec un harnais d'immobilisation pour humanoïdes de classe 3, comprenant un colis bloquant et des liens supplémentaires. Il doit être sous la surveillance constante de minimum 2 gardes armés. Bien que SCP-049 coopère généralement avec le personnel de la Fondation, tout sursaut ou changement soudain de comportement doit être contraint avec une force accrue. En aucun cas le personnel ne doit entrer en contact direct avec SCP-049. S'il devient agressif, l'application de lavande, qui est un effet calmant sur lui, doit être appliquée immédiatement. Une fois apaisé, SCP-049 retrouve généralement son comportement coopératif et retourne sans résistance à son confinement classique. Afin de maintenir SCP-049 en confinement, il doit recevoir le corps d'un animal récemment décédé, habituellement un bovin ou un grand mammifère, toutes les 2 semaines pour ses études. C'est la seule manière que la Fondation a trouvée pour l'apaiser, avec la lavande bien évidemment. Tous les cadavres, une fois transformés, doivent être retirés de la cellule de confinement et incinérés. Bien des années après son arrivée à la Fondation, une mise à jour de suivi de protocole a vu le jour concernant SCP-049. Suite à l'ordre du comité de confinement, il a été décidé que SCP-049 n'aurait plus le droit d'interagir directement avec les membres du personnel de la Fondation et aucun cadavre supplémentaire ne lui sera donné et fourni pour ses opérations chirurgicales. Cette directive restera en vigueur indéfiniment jusqu'à ce qu'un consensus sur le confinement de SCP-049 soit trouvé.
Celui qu'on surnomme la mort noire est une entité humanoïde d'environ 1m90, ressemblant à un médecin de la peste médiéval. Bien que SCP-049 semble porter une robe épaisse et un masque de cérémonie typique de cette profession, ses vêtements ont fusionné avec son corps au fil du temps. Les radiographies qui ont été réalisées montrent une structure osseuse normale sous cette couche extérieure. Le médecin de la peste parle plusieurs langues mais préfère l'anglais ou le français médiéval. Bien qu'habituellement courtois et coopératif, il peut devenir extrêmement irritable et agressif lorsqu'il détecte ce qu'il appelle la pestilence. La nature exacte de cette pestilence reste inconnue pour les chercheurs, mais SCP-049 la considère comme une menace extrêmement grave. Lorsqu'il croit percevoir cette pestilence, il devient hostile et doit être immobilisé pour empêcher qu'il ne tente de tuer la personne qu'il pense infecter. Il est capable de stopper toutes les fonctions biologiques d'un organisme par simple contact avec sa peau. Le mécanisme de ce pouvoir est inconnu et aucune autopsie de ses victimes n'a fourni d'explication concluante. Après ces éliminations, la créature exprime une grande frustration et semble avoir des remords, admettant que ses actions n'ont pas éradiqué la pestilence. Donc il est déçu de ses échecs mais ne montre aucune empathie pour ses victimes. Les opérations du médecin aboutissent fréquemment à la création d'entités qui lui ressemblent, comme le plus connu SCP-049-2. Ces créatures ne conservent aucun souvenir ni fonction cognitive antérieure, ne possédant que des capacités motrices basiques et des réactions instinctives. Bien que généralement lentes et maladroites, les cadavres transformés deviennent extrêmement agressifs si provoqués ou sur ordre de SCP-049. Ces créations présentent des fonctions biologiques actives, bien que très différentes de la fonction physiologique humaine normale. Malgré cela, SCP-049 affirme que ces sujets ont été guéris. Les capacités de cette créature à neutraliser les organismes par simple contact et à réanimer des cadavres posent une énorme menace constante. Les procédures de confinement mises en place visent à minimiser ces risques tout en permettant à SCP-049 de mener ses études dans un environnement contrôlé. Le strict respect des procédures est crucial pour assurer la sécurité du personnel et maintenir SCP-049 sous contrôle. Dans des documents classés comme secret défense, on découvre l'origine de la rencontre entre le médecin de la peste et la Fondation. Le médecin noir a été découvert pendant une enquête sur une série de disparitions incomprises dans la ville de Montauban dans le sud de la France. Pour la petite anecdote, Montauban est à 20 minutes de chez moi, car oui, je suis toulousain. Lors de la fouille d'une maison, des enquêteurs ont trouvé plusieurs copies de SCP-049 ainsi que l'original. Pendant que les forces de l'ordre affrontaient les zombies doubles hostiles, la mort noire observait l'affrontement bien assis dans l'angle d'une pièce, prenant des notes dans un carnet. Après que tous ces doubles de SCP-049 aient été neutralisés, le médecin de la peste est passé de son plein gré sous le contrôle de la Fondation, rendant le comportement de cette créature encore plus énigmatique. Cédric ? SCP-3000 Anantashesha. Pour cette anomalie, c'est un peu particulier. Si on se rend dans les fichiers confidentiels de la Fondation SCP, on peut lire, par ordre du haut commandement, le fichier ci-dessous est la description d'une entité représentant un danger cognitif de classe 8 et est assujetti à une classification de niveau 5. Tout accès non autorisé est interdit. En préambule de notre classement, je vous avais donné les 4 types de classification effectués par la Fondation pour trier ces anomalies. Mais j'en ai omis quelques-uns qui sont très rares et particuliers, et notamment la classe des anomalies ésotériques. Dans le groupe des ésotériques, on retrouve des anomalies nécessitant un confinement très atypique ou ne correspondant à aucune autre classe ou créature. Que ce soit les Sures, les Euclides, les Kéters ou encore les Thomiels, aucune d'entre elles n'est adaptée à ces créatures. Pour ces SCP, il faut créer un nouveau moyen de confinement rien que pour eux, car ces anomalies présentent des propriétés encore plus atypiques qu'à l'habitude. Ces cas sont très rares et la Fondation préfère toujours utiliser l'une des classifications principales si cela est possible, pour des raisons de clarté. Bon, la description de SCP-3000 est absolument terrifiante. Ce monstre est une entité serpentine, aquatique, d'une taille colossale ressemblant fortement à une murène géante. Plus particulièrement la murène Gymnothorax javanicus, plus communément nommée la murène géante.
Sa longueur totale est impossible à mesurer avec précision, mais elle est supposée être comprise entre 600 et 900 km. La tête de SCP-3000 mesurait environ 2,50 m de diamètre, tandis que certaines sections de son corps peuvent-elles atteindre 10 mètres de diamètre. On est vraiment sur quelque chose qui est peu quantifiable tellement c'est gigantesque. Cette créature est typiquement sédentaire et ne bouge sa tête qu'en réponse à certains stimuli ou lorsqu'elle veut se nourrir. La majeure partie de son corps repose dans et autour du cône abyssal du Gange, où elle ne bouge que très rarement. SCP-3000 est un carnivore redoutable, capable de se mouvoir extrêmement rapidement pour abattre sa proie, malgré sa nature habituellement calme. Bien que sa taille soit gigantesque, il est théorisé que SCP-3000 ne nécessite pas de nourriture pour maintenir ses fonctions biologiques. Lorsque la créature consomme une proie, elle sécrète une fine couche de matière grise et visqueuse à travers sa peau. Le résultat de ce processus digestif est pour le moment inconnu. Comme je vous l'ai dit, SCP-3000 représente un danger cognitif de classe 8. Une observation directe de cette créature peut causer des graves altérations mentales. Tout individu observant directement SCP-3000 ou se trouvant à une distance encore inconnue de SCP-3000, mais qui reste quand même proche, ressent des maux de tête inexpliqués, sont pris également de crises de paranoïa, ont une peur généralisée et font des crises de panique, même sans voir directement la créature. L'impact psychologique de SCP-3000 est considéré comme extrêmement inquiétant sur l'état mental des humains. Ce danger cognitif et psychologique rend SCP-3000 non seulement physiquement menaçant, mais en fait aussi une menace mentale majeure pour les hommes. Du coup, pour prévenir les éventuels ravages que pourrait causer un tel monstre laissé en liberté dans la nature, la Fondation a créé un processus de confinement très particulier. J'ai l'impression de me répéter, mais c'est encore plus particulier dans ce cas-là. Les processus de confinement exigent que cette zone, une région du golfe du Bengale, d'environ 3000 km de diamètre, soit patrouillée régulièrement par des navires de la Fondation. Il est strictement interdit aux civils de mener des explorations abyssales ou de pratiquer de la plongée sous-marine dans cette zone, considérée par tous et pour tous comme en quarantaine. Les individus suspectés d'avoir eu un contact avec SCP-3000 doivent être immédiatement confinés et placés en quarantaine. Leur cas sera pris en charge sur le site 151 où les individus affectés par les propriétés de l'anomalie seront maintenus confinés indéfiniment. D'ailleurs, le sous-marin de la Fondation SCP-F, Eremite, a pour mission de surveiller la principale section du corps de SCP-3000, qui se trouve, comme je vous l'ai dit, dans le cône abyssal du delta du Gange, environ à 700 mètres sous la surface. Ce qui n'est pas très profond d'ailleurs. Cette anomalie fut découverte en 1971, suite à la disparition de 2 bateaux de pêche bangladais et de leur équipage d'une quinzaine de pêcheurs après avoir dérivé près de la côte indienne. Le Bangladesh était un État récemment constitué et faisait face à la persécution politique significative de la part du Pakistan. Cet incident attira une attention médiatique mondiale, amenant des spéculations sur une possible attaque d'un monstre géant. Les efforts déployés par les gouvernements locaux, notamment l'envoi d'unités côtières, ne permirent pas de retrouver les navires disparus et contribuèrent à accroître l'hystérie médiatique. Les chercheurs de la Fondation stationnés à Calcutta, qui est une grande ville indienne, identifièrent des similitudes entre ces disparitions et un incident similaire survenu 2 ans auparavant. Une opération de recherche avancée permit de localiser les bateaux disparus et de détecter la présence d'une masse gigantesque et inconnue, située profondément sous la surface du globe du Bengale. Et c'est comme ça qu'une investigation menée par les plongeurs de la Fondation aboutit à la découverte de SCP-3000. La zone fut rapidement sécurisée et les procédures de confinement actuelles furent mises en place dès avril 1972. Depuis lors, chaque année, des bateaux disparaissent mystérieusement et sans laisser aucune trace, laissant planer les rumeurs d'une créature monstrueuse vivant dans les océans et dévorant tout ce qui s'approche d'elle. Le nouveau Pro Émail pour enfants fournit 24 heures de protection contre la carie pour bien défendre l'émail. Nouveau Pro Émail pour enfants. SCP-2521, l'anomalie dont on ne doit pas parler. On va faire très vite pour celle-ci car je n'ai pas ou quasiment pas trouvé d'informations concernant SCP-2521. Par contre, ce que l'on sait c'est qu'il existe et que des documents classés top secret sont gardés par la Fondation. Il est déjà de la classe Keter. Petit rappel, les anomalies de classe Keter sont extrêmement difficiles à confiner. Elles nécessitent des procédures complexes et avancées, souvent dépassant les capacités de la Fondation. Ces anomalies sont particulièrement dangereuses, posant des menaces sérieuses à la vie et au secret entourant les objets paranormaux. SCP-2521 est incontrôlable.
Il est capable de traverser facilement des murs pour se rendre où il veut. Il est collant et possède des tentacules. Heureusement, cette anomalie ne sait pas lire et ne comprend pas les pictogrammes. C'est pour cela que les informations le concernant sont complexes à comprendre car la Fondation stocke tout ce qui le concerne sous la forme de symboles et d'images. Ici, on ne parle pas d'écriture ou d'informations linguistiques, mais plutôt de schémas ou de pictogrammes. Ces informations sont réservées aux personnes de niveau 4 ou de niveau supérieur. Tout ce que je peux vous dire sur SCP-2521, c'est qu'il aurait une forme grossièrement humanoïde, mais avec des proportions anormales. Son corps serait, semble-t-il, allongé et désarticulé. Son apparence est décrite comme étant composée d'une matière sombre et semi-transparente, parfois comparée à des rubans ou des bandes qui flottent et se déplacent autour de son corps. Cette matière semble presque liquide, avec des mouvements ondulants et visqueux. SCP-2521 ne semble pas posséder de traits faciaux distincts. Les témoignages parlent d'une absence de visage identifiable, renforçant son aspect terrifiant et inhumain. Mais concernant son comportement, il se déplace silencieusement et apparaît lorsqu'il détecte des informations le concernant. C'est pour ça que je vous ai dit qu'heureusement il ne sait pas lire les pictogrammes. Tout le reste oui, mais pas les pictogrammes. Son mode d'attaque est rapide et efficace, laissant peu de chances de fuite à ses victimes. En résumé, SCP-2521 est une entité humanoïde mystérieuse et dangereuse dont les origines restent inconnues. Son pouvoir d'interagir avec les informations verbales et écrites qui le concernent, en capturant quiconque parle de lui ou écrit sur lui, rend son confinement et son étude extrêmement difficiles. Imaginez-vous, à peine un média dirait « Oh, on a vu un monstre » qu'il se téléporterait sur eux et assassinerait tous ces humains. C'est pour cela que la Fondation le considère comme une entité extrêmement dangereuse pour l'humanité. SCP-957, surnommé Adendium 957 Omega. SCP-957 est une entité humanoïde terrifiante qui réside actuellement dans une maison isolée dans le Kentucky. Il n'existe pas plus d'informations sur sa localisation exacte. Cet être mesurerait environ 2 mètres de haut et pèserait 75 kg. Mais ce qui le rend particulièrement effrayant, c'est sa large ouverture dans son thorax ventral, révélant l'absence totale d'organes internes. Il est très similaire à la divinité Bakasura, le dieu appartenant au panthéon hindou. Surnommé le Grand Dévoreur, Bakasura était une créature démoniaque connue pour sa grande voracité. Mais pour revenir à SCP-957, il ne semble pas avoir besoin de se nourrir ou de dormir. Cette anomalie est capable de parler et de communiquer en anglais, bien qu'il préfère utiliser une langue inconnue. Malgré son apparence monstrueuse, il n'est pas immédiatement hostile aux membres du personnel de la Fondation, mais il refuse souvent de coopérer lors des interrogatoires et des tests. Toute tentative de le maîtriser a échoué en raison de sa force écrasante. SCP-957 cherche toujours à résider dans une maison considérée comme hantée et dangereuse par sa seule présence. Lorsque la créature meurt, car c'est un SCP qui peut mourir facilement, l'entité disparaît de cette habitation pour réapparaître à proximité d'une nouvelle maison répondant aux mêmes critères. Après cette réapparition, il cible les habitants de cette nouvelle demeure et les fait passer de force à travers un portail qui est supposé être situé dans le creux de son abdomen. Les sujets y restent environ 4 heures avant de ressortir privés de leurs yeux et avec des changements drastiques de leur mémoire. Ce qui est étrange, c'est que ces personnes pensent qu'elles ont toujours été aveugles. Étonnamment, ces victimes savent lire le braille et peuvent vivre sans leur vision comme s'ils étaient nés ainsi. De plus, elles considèrent SCP-957 comme un proche parent, un ami intime ou un partenaire romantique. Elles montrent de l'affection pour l'entité mais refusent de le toucher car ces victimes pensent que SCP-957 est un grand brûlé et refusent de lui faire mal. Le processus se répète. Chaque mois, SCP-957 se rend dans les lieux publics et feint des difficultés dues à sa cécité. Tout ça dans le but d'inciter quelqu'un à l'aider à rentrer chez lui. Une fois qu'une personne a été attirée dans sa maison, SCP-957 verrouille les portes puis s'occupe de sa nouvelle victime. À ce moment-là, l'anomalie s'approche de ce nouvel invité et d'un seul coup, une barrière noire sphérique les enveloppe tous les deux. Cette barrière est faite d'une substance inconnue et impénétrable et reste en place environ 5 heures. La victime subit des altérations physiques horribles durant cette période. Dans 30% des cas, l'être humain est rendu en une pile d'ossements soigneusement organisée. Par la suite, SCP-957 utilise généralement ses restes pour préparer un repas. Les autres 70% des victimes sont amenées à la cheminée de la maison et ensuite brûlées.
Tout ça nous laisse perplexes. Mais concernant les processus de confinement pour cette créature, sachez qu'il inclut une surveillance à distance via un système de vidéosurveillance installé dans son lieu de résidence. Le personnel peut s'approcher et interroger l'entité uniquement avec l'autorisation de 4 employés de niveau 3 ou niveau supérieur. Un individu de classe D doit vivre dans la résidence la plus proche de SCP-957 pour le surveiller et minimiser l'exposition des civils. Et bien évidemment, au vu de la complexité de cette anomalie, la créature a été classée dans le groupe des Keter. SCP-096, surnommé l'Homme Triste. Parlons enfin de la créature la plus connue et la plus populaire des légendes et des histoires de la Fondation, nommée SCP-096, aussi appelé l'Homme Triste, qui est la créature qui m'a donné envie de faire cette vidéo. SCP-096 est une entité humanoïde terrifiante mesurant environ 2,38 m. Sa maigreur extrême et son apparence de malnutri donnent à son corps une apparence de cadavre, faisant extrêmement penser aux légendes du Wendigo. Vidéo du Wendigo déjà traitée sur la chaîne, lien en description, merci. Les bras de SCP-096 sont démesurément longs de 1,50 m, ce qui accrue sa silhouette anormale et dérangeante. Sa peau, dépourvue de tout pigment, et l'absence totale de poils lui confèrent un aspect spectral et macabre. La particularité la plus effrayante de l'Homme Triste réside dans sa mâchoire, capable de s'étendre jusqu'à 4 fois comparé à un humain normal. Bien que ses autres attributs faciaux ressemblent à ceux d'un être humain classique, ses yeux incolores ajoutent une touche sinistre laissant planer le doute sur sa capacité à voir. Mais SCP-096 ne montre aucun signe d'intelligence ou de conscience, ce qui renforce l'idée qu'il s'agit d'un être purement instinctif et inhumain, le rapprochant du comportement d'un animal sauvage. Habituellement, SCP-096 est extrêmement passif et rend lentement près des murs de sa cellule. Cependant, dès que quelqu'un a le malheur de regarder son visage, que ce soit directement ou bien grâce à une vidéo ou même une photographie, une aura de terreur se déclenche. SCP-096 entre dans un état de détresse émotionnelle intense, couvrant son visage avec ses mains tout en hurlant, pleurant et marmonnant de manière incompréhensible. En 1 à 2 minutes, il commence à traquer la personne qui a vu son visage. La vitesse à laquelle SCP-096 se déplace est terrifiante, allant de 35 km/h à des vitesses dépassant l'imagination. Aucune barrière ni méthode connue ne peut stopper sa progression. SCP-096 semble posséder un sens inné pour localiser les personnes qui le regardent, indépendamment de la distance ou des obstacles. Lorsqu'il arrive à atteindre sa victime, il procède à son exécution de manière si horrifique que les détails sont classés top secret et confidentiels. Après cette scène de terreur, SCP-096 reste assis pendant plusieurs minutes, retrouvant progressivement son calme avant de redevenir progressivement docile. Ensuite, il tente de retourner dans son habitat naturel dont l'emplacement est également confidentiel. C'est pour ces raisons que SCP-096 est surnommé l'Homme Triste, car dès qu'on le voit, il pleure et se sent paniqué. La menace posée par SCP-096 est immense. La possibilité d'une réaction en chaîne catastrophique, compromettant la sécurité de la Fondation et entraînant de nombreuses pertes civiles, rend sa capture et son confinement prioritaires. Imaginez une personne voit sa photo dans les rues, SCP-096 fonce sur la personne, la tue, et en fait c'était un lieu public, donc plein de gens le voient, ainsi de suite, ça fait le tour des médias, c'est filmé, et le monde meurt quoi, le monde meurt. SCP-096 doit être confiné en permanence dans une cellule hermétique en acier de 5 mètres carrés. Des inspections hebdomadaires doivent être effectuées pour détecter toute fissure ou trou dans sa cellule. Aucun système de vidéosurveillance ou d'appareil optique n'est autorisé à l'intérieur de la cellule. La présence de SCP-096 doit être vérifiée par des capteurs de pression et des détecteurs laser préalablement installés. Toute photo, vidéo ou enregistrement représentant SCP-096 est strictement interdite sans l'approbation des hauts dignitaires de la Fondation. Cette anomalie est classée par la Fondation comme appartenant au groupe des Euclides, mais cette appartenance reste temporaire. Voilà, la vidéo touche à sa fin. Si vous avez kiffé, n'hésitez pas à me le dire en... Merci pour cette vidéo. Sûrement, je vais faire d'autres vidéos, d'autres SCP avec ça.
avec ces youtubeurs. Merci pour écouter ces vidéos. Merci.